Changement de décor, nous quittons notre studio habituel dans mon bureau à Boulogne pour un autre décor, un décor ferroviaire. Nous sommes à Villeneuve-Triage, au Technicentre Sud-Est. Pour vous situer les gens, nous sommes au sud-est de Paris, le long de la Seine, qui d'ailleurs en ce moment monte très rapidement. Pourquoi ? Parce que nous consacrons cette chronique au TGV. Dire TGV, il roule tous les jours, il y en a 600 qui roulent. Ok, non. Sur le TGV, pour vous le remettre en perspective, pour vous rappeler quelle formidable mutation technologique ça a été pour le chemin de fer, et ça a même, j'oserais dire, sauvé le chemin de fer, on va y revenir, et surtout pour attirer votre attention, parce qu'on va vous en parler à peu près dans un mois et demi, l'annonce du TGV, du nouveau TGV, le TGV du futur, on l'a appelé 2020, etc. C'est plutôt TGV M comme modulaire. Et on va vous présenter, en somme, le nouveau cheval de bataille de la SNCF. Alors on vient un petit peu en arrière. On est dans les années 60. Dans les années 60, la concurrence de la voiture commence à se faire sentir. On parle beaucoup de l'aviation. Il y avait même un choix actuellement qui était de dire, soit pour desservir les grandes villes, on met des avions comme on le fait pour les Américains de ville en ville, soit on développe le chemin de fer. Et il y a une sérieuse bataille politique. Il s'en est fallu de très peu, je dis bien de très peu, que l'on abandonne quasiment les grandes lignes du chemin de fer au profit de l'aviation. Fort heureusement, le TGV est arrivé. Pourquoi ? Parce que des ingénieurs, des polytechniciens de la SNCF se sont dit, pour sauver le chemin de fer, c'est-à-dire les grandes lignes, je ne parle pas de la banlieue ni du fret, il fallait que le train roule vite, et même très vite. Et à l'époque, les pointes que l'on poussait, c'était 160 sur Paris-Lyon, et c'était 200, des pointes à 200 sur le Capitole. Là, il fallait aller encore beaucoup plus vite, il fallait être rapide de bout en bout, ne pas s'arrêter, d'aller de gare à grande gare, et aller se frotter à 250 et même 300 km/h. C'était tout de même énorme à l'époque. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à 300, tous les avions sont en l'air. Donc on allait rouler sur des rails à des vitesses auxquelles les avions déjà s'envolaient. Voilà le progrès technologique que ça représente. Et puis surtout, quand on a conçu donc nouveaux types d'engins, donc vous voyez ici, sauvegardé fort heureusement, vous voyez, regardez, 01 qui a été, et 02, c'était les rames d'essai avec sa couleur orange. La couleur a frappé, bien sûr, on sortait du vert classique des locomotives de la SNCF, et puis surtout, vous voyez bien, la forme déjà aérodynamique. À l'époque, on parlait d'une espèce de fusée sur rail. Et oui, on quittait, disons, les armoires normandes, c'est-à-dire bien cubiques sur rail, avec une formidable résistance aérodynamique pour un engin beaucoup plus profilé et capable de rouler à la vitesse où les avions décollent. Voilà, le progrès. Et donc, on a donné naissance à cette nouvelle race d'engins. Juste une petite précision, en 72, quand la première rame qui était à turbine à gaz, à l'époque on ne pensait pas à l'électricité, est sortie des ateliers d'Alstom, il n'y avait que 2 journalistes. Ça n'intéressait pas la presse. Il y avait la vie du rail, évidemment, et puis votre serviteur, qui était un grand ferrovipate, pour employer l'expression. Et donc, ça a marqué tout de même les esprits. On a suivi une campagne d'essai, il a fallu apprendre à rouler à 300 à l'heure, et puis vérifier, et là on y arrive, si les choix techniques qui ont été faits étaient les bons. Et la suite nous donne raison. Alors les choix techniques, je vous le rappelle, c'était d'abord 2 locomotives. On appelle ça des motrices, une en tête, une en queue. Et entre les deux, des voitures. Et puis, deuxième innovation, les voitures étaient portées... Venez voir. Les voitures étaient portées par des bogies, mais les bogies n'étaient pas sous les caisses de la voiture, étaient placées aux extrémités. De fait, vous voyez, le bogie, ici, est entre les 2 voitures. Et la liaison se fait par une pièce qu'on appelle un anneau, et qui reprend tous les efforts. Et donc, ça donnait une rame qu'on appelle, en quelque sorte, indéformable. En fait, le choix qui avait été fait, c'était pas pour les problèmes pour abaisser le centre de gravité, et pour la stabilité, réduire la résistance à l'avancement, pas du tout. On pensait à l'époque à faire des rames pendulaires inclinables sur voie classique de façon à prendre les courbes plus rapidement. En fait, ce choix, malheureusement, a été abandonné. Donc, vous voyez, cette structure-là, et vous remarquerez tout de suite qu'il fallait, pour aller très vite, faire très léger, seulement 17 tonnes par essieu, et qu'il fallait surtout contrer tous les mouvements parasites du bogie. Vous voyez, tous ces énormes amortisseurs qui assurent les liaisons entre le bogie et la caisse, et entre les caisses
elle-même. Ça, c'était les clés de la réussite. Et l'autre clé de la réussite, c'est comme il fallait faire léger, eh bien, sous la motrice, les moteurs n'étaient pas dans les bogies, c'est-à-dire sur les motrices en tête de queue, mais les moteurs étaient, eh oui, suspendus sous la caisse et la transmission, c'était comme pour les poids lourds, avec un arme à cardan. Pas tout petit, un tripode, quelque chose de costaud. Voilà donc les choix technologiques qui ont été faits avec, dernier point, vous l'avez vu, l'aérodynamisme. Et le succès a été au rendez-vous, puisque, regardez bien cette rame. Le 26 février 81, 380 km/h. Il y a longtemps que les avions ont décollé. Vous vous rendez compte du saut technologique qui est fait, et ça a montré que les choix techniques qui avaient été faits furent des choix très bons, puisque la suite, bien sûr, vous la connaissez. Il y a eu, après, les rames dites sud-est, avec la fameuse couleur orange, enfin, qui frappait pour l'époque, vous savez, très belle et très originale. Et bien, on est revenu à des couleurs, et là, c'est un peu plus classique. Enfin, on a fait le TGV Atlantique, on a fait les TGV Réseau, on a fait les Eurostars, on a fait les Thalys, etc. Donc, autrement dit, la recette était bonne, et le succès était au rendez-vous. Reste. Et nous sommes à Villeneuve-Triage ici. Un dernier point, ça fait partie de notre patrimoine. Les premières rames de TGV, celle qui a battu le record du monde, la rame 16. Qu'est-ce qu'on va en faire? Fort heureusement, et là, je tiens à remercier la SNCF, soucieuse enfin, je voudrais dire, de son patrimoine, parce que Dieu sait qu'on a foutu à la casse de très belles machines et surtout des vapeurs, cette rame est sauvée. Mais vous avez un souhait. Alors nous on a un souhait, c'est de revoir cette rame dans sa couleur d'origine en orange, orange 1981, telle qu'elle est sortie d'usine. Donc ça c'est des travaux de mise en peinture, ça coûte cher évidemment, mais c'est pas tout. Si vous la remettez dans sa configuration d'origine, c'est le côté rétro, ok, mais il faut qu'elle roule. Évidemment, et c'est pour ça qu'il y a toute une équipe ici au Technicentre Sud-Est européen qui se charge de la remettre en état de circulation, et le but derrière c'est de pouvoir faire effectivement des tours de France, des tournages de cinéma et vraiment valoriser cet élément du patrimoine. Alors puisqu'on parle du patrimoine de la SNCF, et là, merci Jean-Pierre Farandou, merci, et puis surtout Philippe Pierreville avec le musée de Mulhouse, hein, allez le voir. On y consacrera d'ailleurs une émission. On va parler maintenant, le présent vous le connaissez, je vous ai parlé du passé, le présent, vous le connaissez, vous le vivez. Et bien le futur, il est même très proche, puisqu'une conférence de presse, donc je vous dis dans un mois et demi, la SNCF va vous parler avec Alstom du TGV du futur, que l'on appelait 2020, ça a changé de nom, et bien son vrai nom maintenant c'est TGV M, M comme modulaire. Alors, n'attendez pas une révolution, mais tout de même beaucoup de progrès, surtout ce qui nous concerne nous, le confort. Ça ressemble en effet à nos TGV, même allure générale, en duplex, sauf qu'il est modulaire, c'est-à-dire que l'on peut faire varier le nombre de voitures de 5 à 9 de façon à s'adapter au trafic. Côté aérodynamisme, un meilleur carénage à l'avant, amélioration du carénage sur le toit devant le pantographe pour éviter les remous, et surtout entre les voitures. Résultat, un gain de 20% sur l'énergie consommée. Modularité également à l'intérieur, car les sièges coulissent sur un rail, ce qui permet de modifier leur espacement et d'agrandir l'espace pour les bagages, j'oserais dire, enfin. Est-il besoin d'ajouter une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite? D'abord pour monter dans la rame, et surtout côté toilettes qui sont plus grandes. Côté conforme, une vraie voiture-bar, avec un grand comptoir, un comptoir digne de ce nom. Dernier point, la rame est connectée. Non, ce n'est pas une mode. C'est comme pour l'aviation. Elle transmet en permanence ses paramètres techniques à un PC, ce qui permet de suivre en permanence la rame, de prévoir la maintenance, on dit une maintenance prédictive, et, quand c'est possible, d'effectuer un télédépannage. Enfin, chose nouvelle, les deux motrices sont équipées d'un pack de batterie, ce qui permet à la rame de rouler seule en autonomie sans caténaire, c'est-à-dire sans courant, sur 40 km environ, et surtout de pouvoir sortir d'un tunnel.
On quitte à regret la RAM 16, mais juste un petit coup d'œil, c'est mon côté rétro, si vous voulez. Tout de même, vous voyez, c'était le pupitre d'origine avec la couleur d'antan, pas très ergonomique et très peu informatisé. C'était de la bonne électromécanique, et ça marche. Et surtout, on souhaite longue vie à cette RAM 16.